Mais en matière de fiscalité, moi j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, c'est un outil fantastique pour manier de la donnée, pour avoir un tour d'horizon le plus complet possible de ce qui existe dans l'activité, ou pour traiter la question qui est posée. Et moi je reste convaincu que l'humain reste au milieu. Les nouvelles frontières fiscales, vous connaissiez les nouvelles fiscales. L'ami Liaison nous a encouragés à coproduire ce programme qui permet de discuter du futur de la fiscalité et d'inviter des directeurs fiscaux, des conseils, on l'espère aussi des représentants de l'administration pour imaginer ce que sera notre futur dans la fiscalité. Alors là, on a aujourd'hui le privilège de recevoir l'ancien directeur général de CMS Francis Lefebvre, avocat, Philippe Grousset. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Alors je dis l'ancien directeur général parce qu'après 40 ans de maison, le 31 décembre dernier... Non, le 30 juin. Le 30 juin? Le 30 juin 2024. Le 30 juin 2024, je ne vois pas le temps passer, c'est une horreur. Donc ce n'est pas un cadeau de Noël, mais vous êtes parti à la campagne, alors ça fait comment? Non, effectivement, c'est une vraie rupture. Moi je suis parti, j'étais angoissé à l'idée de rompre avec l'activité professionnelle, avec le mouvement, avec la vie qui entoure notre activité professionnelle. Et puis finalement, au bout d'un mois, les choses se sont passées naturellement. Et comme toutes les personnes qui cessent de travailler, je suis parfaitement heureux dans ma nouvelle vie. Je tenais à vous avoir avec nous parce que vous avez dirigé ce monument de la fiscalité française qu'est CMS Francis Lefebvre, mais qui fait aussi du droit, qui fait plein d'autres choses. Et j'imagine que dans cette évolution du marché de la fiscalité, eh bien, votre point de vue est extrêmement intéressant parce que vous avez amené une certaine mutation dans ce cabinet, mais vous êtes parti avec des enjeux pour le futur et là, aujourd'hui, une grande liberté pour arriver à les traiter. Alors, on va certainement parler d'intelligence artificielle, on va parler d'évolution des clients, d'évolution de l'administration. Comment est-ce qu'on s'arme, en fait, pour essayer de préparer le futur d'un cabinet? Qu'est-ce qu'on imagine sur son positionnement de demain? C'est-à-dire comment on s'arme, on fait déjà... La structure doit travailler. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une structure comme CMS Francis Lefebvre, avec 120 associés, c'est les associés qui travaillent, on essaye de réfléchir tous ensemble à imaginer le futur du cabinet. Et le futur du cabinet, aujourd'hui, mais le mouvement a été lancé il y a quand même une vingtaine d'années. Stéphane, quand tu présentes CMS Francis Lefebvre, on pense à la fiscalité. C'est vrai que la fiscalité représente encore aujourd'hui un peu plus de 50% du chiffre d'affaires du cabinet, mais la volonté des associés du cabinet, elle peut se résumer dans deux mouvements, la pluridisciplinarité et l'international. Alors, la pluridisciplinarité, effectivement, le mouvement a été initié depuis de nombreuses années, renforcer tous les autres domaines du droit, pour faire en sorte que la structure s'équilibre, et que quand on pense à CMS Francis Lefebvre, on peut penser à la fiscalité, mais on ne doit pas penser qu'à la fiscalité. C'est un cabinet pluridisciplinaire. Et il y a évidemment l'international. C'est ce qui explique l'adhésion à CMS au début des années 2000. CMS qui aujourd'hui est un groupement non financier, mais lié par des pratiques très très fortes, pas simplement sur l'Europe, comme c'était le cas au début des années 2000, mais maintenant au niveau mondial, puisque CMS, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais ça doit représenter... au 30 juin. Ça doit représenter 70 ou 75 bureaux au travers du monde, avec... Si on regarde aujourd'hui les axes de développement de CMS, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud, avec une question qui reste de côté, les États-Unis. Pour de nombreuses raisons, pour l'instant, CMS ne s'implante pas aux États-Unis. Peut-être que dans plusieurs années, il y aura un cabinet américain qui rejoindra CMS. Auvry a mis un petit peu de temps avant de trouver. Mais voilà, mais c'est pas d'actualité. Donc l'actualité de CMS, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc modèle plutôt pluridisciplinaire que pure player, parce qu'il y a une vraie question si on regarde alors les lawyers, je vais vous mettre dans la catégorie lawyers, les taxieurs un petit peu comme des Arsènes, ou des membres de réseaux internationaux qui font surtout de la fiscalité.
Vous pensez que le pluridisciplinaire est la clé, que derrière la fiscalité, à haut niveau, une ingénierie, du contentieux, du juridique, fait qu'on a besoin des autres matières? Oui, moi, ça a toujours été ma conviction. Moi, j'ai toujours eu du mal à imaginer qu'on pouvait faire de la fiscalité, et notamment quand on fait de la fiscalité corporate. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a finalement trois grandes matières. Il y a le contentieux fiscal, le patrimonial et le corporate. Mais le corporate, quand on regarde l'histoire de CMS Francis Lefebvre, c'était le cœur de métier, le cœur de métier du cabinet. Et faire de la fiscalité corporate sans l'assistance, l'aide et le concours de nos camarades qui font du corporate, qui font du juridique, moi, ça m'a toujours paru être un défi difficile à relever. Alors, comment est-ce qu'on prépare un cabinet vers cette évolution, comme le vôtre, vers cette évolution? On est clair sur ce positionnement pluridisciplinaire. Il y a une compétition qui est assez forte par rapport à d'autres cabinets. Comment est-ce qu'on essaie de préparer en tant que directeur général cet ensemble de personnes à forte personnalité, j'imagine? C'est une tâche difficile. C'est pour ça qu'il y a un directeur général. C'est pour ça qu'il y a peut-être un directeur général ou qu'il y a peut-être plusieurs directeurs généraux. Non, la difficulté, effectivement, c'est d'arriver à faire travailler tous les associés du cabinet. On sait qu'on appartient à un métier où certains d'entre nous ont des personnalités assez fortes. Toute la difficulté, c'est effectivement de faire en sorte que la stratégie soit embrassée par tous les associés et que les associés ne regardent pas simplement leur PNL, leur propre activité, mais s'intéressent au développement de l'ensemble du cabinet, ce qui est une tâche qui n'est pas toujours aisée. Alors j'imagine que ça doit être une question, notamment lorsque vous procédez à des investissements. On recevait Marc Mokrab, directeur fiscal de Verisure. On a posé la question du coût de CBCR, toute cette nouvelle réglementation pour le futur de sa compagnie pour répondre à des questions fiscales. Vous, de votre côté, en fait, comment est-ce que ça se passe pour arriver à négocier ces investissements, à la fois pour le juridique, à la fois pour le fiscal? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont communs? Comment est-ce que vous les si on regarde, en fait, je veux dire, les investissements d'un cabinet d'avocats sont de nature. Hein. C'est un immeuble et un système d'information. Et des individus? Non, je parlais d'investissement matériel. Ah, d'accord. Et à côté de ces investissements matériels, effectivement, il y a des hommes. Et au niveau du cabinet, toutes les décisions sont partagées, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'investissements en moyens matériels ou d'investissements en moyens humains, c'est la collectivité qui, sous l'impulsion du directoire, décide ou non de poursuivre l'aventure avec tel ou tel associé ou l'investissement dans un système d'information, dans un immeuble. Alors du coup, tous ces éléments, notamment beaucoup dans la profession, sont anxieux de l'intelligence artificielle. Des gens travaillent beaucoup sur les questions de reporting fiscal en se disant si on peut attraire cette donnée, on va pouvoir la travailler, la garder, la malaxer et la revendre, entre guillemets, enrichie aux clients. Comment est-ce que ça réfléchit autour de ces enjeux dans une maison comme votre ancienne maison? Alors sur l'intelligence artificielle, alors objectivement, moi je suis parti au moment où la bascule s'opère. C'est-à-dire que je suis parti, comme je te le rappelais tout à l'heure, au mois de juin. On a mis en place des groupes de travail, on travaillait sur 3 projets. J'en ai pas connu l'effet direct. Malgré tout, moi j'ai un sentiment qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Alors surtout, mais c'est peut-être une réflexion de fiscaliste, alors attention, parce que selon les domaines d'activité, peut-être que la compréhension du sujet sera différente. Mais en matière de fiscalité, moi j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, c'est un outil fantastique pour manier de la donnée, pour avoir un tour d'horizon le plus complet possible de ce qui existe dans l'activité, ou pour traiter la question qui est posée. Et moi, je reste convaincu que l'humain reste au milieu. Je ne sais pas du tout, et je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui, d'ailleurs, peut dans ce domaine avoir une certitude, mais moi, j'ai quand même l'impression que ça va nous permettre de travailler sur la valeur ajoutée. Alors c'est vrai qu'en disant cela, je connais la place un peu particulière de CMS Francis Lefebvre aussi dans le paysage fiscal, en étant des spécialistes. Et peut-être que même certains nous ont traités d'hyper-spécialistes de la question, mais on travaille dans des domaines où
finalement, la donnée, quand même, n'intervient que quelques années après. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on regarde un texte qui est voté, on sait que pour les sujets les plus importants, ceux qui seront soumis au juge, on aura la réponse dans 10 ans. Et ben dans les 10 ans, dans le meilleur des cas, dans les 10 ans, il va falloir quand même trouver le moyen d'avancer par sa propre culture, par sa propre formation, par la doctrine du cabinet. Ce qui me laisse penser qu'il y a quand même encore de l'espace pour nos activités. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au milieu de la relation entre le conseil et l'entreprise, il y a de l'humain. Il y a de l'humain, ce qui, moi, m'a toujours amené à penser que, finalement, selon le degré de confiance que j'ai dans mon client, la réponse que je vais donner ne va pas être la même. Donc cette confiance, elle est hyper importante dans notre activité. C'est ce qui permet, quand la confiance est établie, d'être le plus performant. Et ce faisant, je ne sais pas trop comment l'intelligence artificielle pourra intervenir en fonction du degré de confiance que l'on peut avoir dans le client, et donc en fonction de la nature de la réponse que je vais apporter selon la confiance que j'ai dans le client. C'est-à-dire, tu es capable de faire la maintenance de ce dispositif fiscal, et je te le confie, ou c'est un tel binge chez toi que de toute façon, il ne faut rien faire. Oui, il y a ça, c'est-à-dire la capacité, ou l'idée que l'on se fait de la capacité que le client a à mettre en œuvre notre solution. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et moi, c'est ce que j'appelle la confiance, c'est savoir si on travaille ensemble et si le client est prêt avec moi à prendre un risque ou pas. Et donc la nature de la réponse va dépendre nécessairement de cette relation que l'on a avec le client. Très sincèrement, moi, il m'est arrivé d'apporter des réponses différentes à la même question selon le degré de confiance que j'avais dans le client. Je savais qu'on pouvait me reprocher ou pas d'avoir pris un risque que j'ai partagé avec le client. Si on me le reproche, mon conseil ne sera pas... Enfin, si j'imagine qu'on peut me le reprocher, le conseil ne sera pas tout à fait de la même nature. Et ça, je crois que c'est un peu ce qui fait quand même le sel de notre activité, parce que finalement, si on devait avoir toujours une réponse standardisée, peut-être que notre métier serait moins intéressant. Et donc cette réflexion m'amène quand même à penser, je ne sais absolument pas si je me fais une illusion ou pas, à penser que l'intelligence artificielle va m'aider, ça c'est une évidence, mais à un moment donné, il y a la patte humaine qui va intervenir. Ce qui veut dire que ça pourrait plus aider l'administration et le juge, finalement, que le conseil fiscal ? Probablement, puisque ce que j'évoque, c'est-à-dire cette relation particulière avec le client, bien entendu, c'est un élément qui est complètement exogène à l'administration fiscale et au juge de l'impôt, qui va prendre un dossier et qui, en fonction des données, se prononcera. Mais c'est pas tout à fait la même relation. J'espère que les relations que j'ai avec les clients sont pas totalement de la même nature que celles que le client a avec l'administration fiscale. C'est autre chose. Le fait que les auditeurs investissent beaucoup sur le déclaratif pour capturer la donnée, pouvoir la triturer, avoir une sorte de cube fiscal, le fait que des sociétés comme Algonomia développent des outils qui permettent de rationaliser le CBCR, mais aussi d'aller plus loin et de pouvoir faire du prévisionnel fiscal. Tout ça, ce sont des éléments qui inquiètent quand on est dans une maison comme la vôtre. Oui, qui inquiètent, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à qui interpellent, voilà, effectivement, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les évolutions, on voit qu'effectivement, notre capacité à appréhender de la data est absolument nécessaire dans l'exercice de l'activité professionnelle, mais nous pose une difficulté en tant que cabinet d'avocats, puisqu'on n'est pas au cœur de l'information de l'entreprise. Et là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur ce que j'évoquais également dans mes propos liminaires, sur le fait que l'histoire du cabinet en matière de fiscalité, c'était surtout le corporate, et qu'aujourd'hui, on voit effectivement que sur le marché du corporate, on est quand même concurrencé par de plus en plus d'acteurs, et que parmi les principaux acteurs qui nous concurrencent sont ceux qui ont accès à l'information. Ça, c'est une vraie difficulté. Après, objectivement, Stéphane, je ne sais pas quel modèle d'organisation il faudrait que l'on choisisse pour pouvoir accéder à ces données. Est-ce qu'un système comme ce qu'a imaginé Mishcon d'Areia, donc un très beau cabinet anglais très innovant, qui a carrément ouvert une branche de conseil spécialisée sur la data, pourrait être une solution et une manière de
de travailler un petit peu comme vos collègues éditeurs d'une autre maison qui porte le même nom se disent finalement, on fait de l'édition, mais demain, on pourrait tout à fait faire du conseil data comme l'ami Liaison le fera peut-être demain aussi. C'est clair que c'est des questions qu'il faudra se poser. Avec une difficulté dans nos structures, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes les décisions étant partagées, et étant aujourd'hui un cabinet qui a à peu près 120 associés, dont 60 en fiscal, 60 dans les autres matières, il faudra quand même convaincre nos camarades de la nécessité de faire un investissement dans ces domaines. Ce qui est pas toujours sachant qu'aujourd'hui, au niveau juridique, il y a quand même une vraie question et que ça coûte assez cher de mettre de l'IA. Mais la difficulté des cabinets d'avocats, indépendamment de notre discussion aujourd'hui, c'est la capacité à investir. Non pas parce que le cabinet n'aurait pas les moyens financiers, mais parce que les modèles de rémunération font que la mobilisation de ressources pour des investissements futurs qui ne profiteront pas nécessairement aux associés présents est un vrai sujet. Je suis heureux de vous entendre le dire parce que c'était dans je ne pouvais pas le dire avant. Non, mais Innovation et Avocat, la structure capitalistique qui était tout à fait adaptée pour développer du business avec un code, un crayon, des jolies cartes de visite et des jolis locaux. Quand on regarde le ticket moyen d'investissement sur l'IA, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Vous avez aussi une particularité, c'est que vous avez des équipes doctrinales qui sont incroyables, 25 personnes, je crois. Oui, pas loin de 30 personnes. Et du coup, ça, c'est pas un avantage pour demain. Alors, c'est presque le métier d'éditorialiste. Je ne sais pas comment ça s'organise pour vous. La spécificité de Francis Lefebvre, ou de CMS, pardon, Francis Lefebvre, tu le sais, c'est effectivement ces équipes de doctrine. Aujourd'hui, il y a 5 associés en doctrine avec leurs équipes qui sont effectivement dédiées, qui ont une double mission finalement, qui est une mission en interne, nous aider dans notre quotidien et produire de l'information à destination des clients. Ça, c'est une vraie spécificité de CMS Francis Lefebvre, ce qui fait que d'ailleurs beaucoup d'entre nous ont fait une carrière chez Francis Lefebvre sans se poser la question de savoir s'ils pouvaient aller faire une carrière ailleurs, parce que ce service est hyper important, nous met dans une zone de confort extraordinaire, et ce qui, à mes yeux, quand même, est une des vertus principales du cabinet, c'est qu'en plus, il n'y a jamais eu la moindre pression sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de la part de tous les associés, toutes matières confondues, de l'importance des pôles de doctrine au sein de CMS Francis Lefebvre, et sans aucune pression financière. C'est-à-dire que personne au sein du cabinet s'est posé la question de savoir si on ne devrait pas valoriser un peu mieux, est-ce que ces associés ne devraient pas essayer de facturer un peu. On sait que le problème s'est posé dans de nombreux cabinets. Chez CMS Francis Lefebvre, la question ne se pose pas, et ça a fait une particularité, et je crois qu'on a besoin, dans le paysage qui est le nôtre aujourd'hui, effectivement, que chaque cabinet soit bien identifié avec ses points de force, certes, peut-être également des points de faiblesse, mais en tous les cas, ça c'est un vrai point de spécificité du cabinet. Donc l'enjeu pour demain, cette capacité d'investissement et de mobilisation d'argent frais, finalement, qui veut dire ouverture du capital à d'autres métiers, qui veut dire possibilité, même on parlait de compétences peut-être de consultants à haut niveau, de votre directeur informatique, possibilité d'en faire un associé demain de la structure ou... Non, je crois que en tous les cas, je ne crois pas que la question se pose dans ces termes-là. C'est-à-dire que je ne pense pas que le cabinet ait vocation à faire comme associé des responsables des différentes fonctions du cabinet, que ce soit la SI ou la finance. Je t'avoue sincèrement que ta question m'interpelle un peu parce que je ne me l'étais jamais posée et que jamais elle s'est posée au sein de la structure. Elle s'est posée différemment pour te dire quand même que les questions ont pu se poser, mais elles ont pu se poser, par exemple, pour la doctrine. Pour nous, je pose cette question parce qu'aux États-Unis, la professionnalisation de ces non-lawyers, fonctions support, est une question. Et par discussion avec le fondateur d'un beau cabinet entre Boston, New York et Phila, de 350 personnes, ce qui n'est pas nul pour les États-Unis, il disait, moi, la personne la plus importante, c'est mon informaticien. Et on était il y a 10 ans, donc il n'y avait pas encore l'IA et tout ça. Et du coup, comment je le retiens pour autre chose que de l'argent ?
Mais tu vois, ta question m'interpelle parce que je ne l'ai jamais senti en débat dans notre structure. Ce que je disais, c'est en débat dans notre structure, c'était les responsables de doctrine. Ouais. Pour moi, mais comme beaucoup d'associés du cabinet, il était évident que les responsables de doctrine devaient être des associés du cabinet, mais je sais que certains associés se sont posé la question. Pour te dire quand même que je suis très très en amont de ta question sur notre possibilité de faire monter comme associés les responsables des services administratifs, des services informatiques ou de la communication. Oui, ou d'avoir un DG qui ne soit pas forcément La question peut se poser. La question du DG non associé se pose. Et encore, elle s'est posée récemment, il n'y a pas très très longtemps, quand le directoire a été renouvelé. Je sais que certains associés se sont posés la question. Pour moi, c'est, enfin ça c'est mon sentiment, avoir un directeur général ou un président, peu importe, qui ne soit pas avocat et associé, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué dans des partnerships, parce que de toute façon, il faut bien se rendre compte qu'on est dans des structures un peu particulières où tu as 120 associés qui élisent un directoire ou un président et un conseil d'administration qui en même temps collaborent au sein du cabinet. Et j'ai toujours eu l'impression que si tu n'étais pas associé du cabinet, ta légitimité est sans cesse remise en cause. Et c'est très compliqué. En fait, on a quand même vécu, nous, ça, chez Francis Lefebvre, puisque quand il y a eu la fusion des professions, ouais. Quand la famille Lefebvre est sortie du capital, effectivement, on a été rechercher Robert Baconnier, qui était ancien directeur général des impôts et qui a été nommé président du cabinet pendant une dizaine d'années. Mais c'est le seul cas dans lequel il y a eu un président qui n'était pas avocat et associé du cabinet. Je crois que ça correspondait à une période, il y avait la fusion des professions, il y avait la sortie de la famille Lefebvre. Le corps social n'était pas prêt, me semble-t-il, à faire naître en son sein quelqu'un qui allait prendre les destinées du cabinet. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette recherche à l'extérieur. Mais la question se pose, mais pour l'instant, je crois qu'il est sage que ce soit des avocats associés du cabinet qui montent au directoire. Alors, même si la retraite est un moment extraordinaire, qu'est-ce que tu vois quand même pour demain, et je vais prendre plus largement dans la profession des avocats, notamment des fiscalistes, comme évolution? Est-ce qu'il y a 2-3 éléments sur lesquels tu te dis, soit demain, quel dommage que j'ai arrêté, ou heureusement que j'ai arrêté? Bon, je ne vais pas prendre le problème de savoir si c'est dommage ou heureux que j'ai arrêté, parce que j'ai fondamentalement pas envie de me poser cette question. Ce que moi j'ai relevé, c'est quand même une évolution terrible de la fonction fiscale dans les 40 dernières années. Moi, quand j'ai commencé à bosser, c'était le parent pauvre même, c'était le parent pauvre du droit, le parent pauvre de l'entreprise, puisque il y avait finalement peu de direction fiscale. Il y avait un fiscaliste qui faisait des déclarations, qui était souvent un comptable à qui on avait demandé de s'intéresser à la fiscalité. Quand on voit les évolutions qui ont été subies ou qui ont pris naissance au cours de ces dernières années, effectivement, il y a eu une évolution terrible. Ce que je trouve intéressant, moi, aujourd'hui, c'est en fait l'élargissement de la fonction fiscale. Et ça, je crois que c'est quand même un vrai défi. Il faut des fiscalistes, il faut des gens compétents, il faut des gens qui non seulement maîtrisent la fiscalité, mais l'environnement juridique dans sa globalité. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut connaître les systèmes d'information de l'entreprise. On voit aujourd'hui quel est le rôle du fiscaliste, ne serait-ce que dans la mise en place d'un ERP. Donc il faut avoir ces connaissances. Et puis il y a un volet qui me paraît hyper important, c'est en termes de communication. Aujourd'hui, et ça c'est finalement quand même des questions que moi j'ai pas vraiment eu l'occasion de me poser, peut-être quand même quelques fois, mais qui vont devenir de plus en plus prégnantes, c'est la communication financière et la place de la fiscalité dans la communication financière.
Oui, c'est plus le taux effectif d'imposition emballé pour des analyses. Ouais, surtout, c'est vraiment une communication approfondie. Oui, c'était pas. Moi, j'ai connu pour vivre heureux, vivons cachés, hein, quand on était fiscaliste. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, moi, je crois que dans la communication financière, la fiscalité doit prendre une place. Ouais, vivons heureux, montrons ce qu'on fait. Montrons ce qu'on fait. Il faut absolument démystifier un certain nombre de fantasmes. Et puis, il faut s'appuyer, je crois, sur la fiscalité pour démontrer le comportement. Je ne sais pas s'il est vertueux, je ne sais pas, mais le comportement social de l'entreprise. Ça, c'est des éléments sur lesquels, d'abord, on n'a pas de formation. Je veux dire, on se forge une idée au fil du temps en fonction de l'acquisition d'expérience. Mais je crois que c'est vraiment deux domaines qui sont des domaines sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Notre capacité, comme tu le disais, à manier de la data, à s'intéresser au système d'information et à s'intéresser à la communication d'entreprise. Et je rajoute un peu d'économie, parce que finalement, ce que tu décris, c'est comment on est redevable d'impôts parce qu'on crée de la valeur ajoutée et pas parce qu'on est ce qu'on est. Voilà, et qu'on n'hésite surtout pas à le faire savoir. Ben, c'est un beau message d'espoir. Alors merci encore d'avoir quitté ta campagne qui occupe le plus clair de ton temps et dans laquelle tu t'épanouis. C'est triste pour nous, mais on viendra te voir à la campagne à ce moment-là. Tu sais que tu seras toujours le bienvenu. Et donc, tu seras toujours un lecteur assidu des nouvelles fiscales et on sera heureux de vous retrouver prochainement pour une nouvelle frontière fiscale avec peut-être une nouvelle fois Philippe qui reviendra quand même avec nous. C'est certain si tu me le demandes. À bientôt, merci encore. À bientôt Stéphane, merci.